Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. De nombreux faits de ton actualité y seront enterrés. Et pour le reste de l'humanité, tes richesses seront exhumées. Extrait d'un poème de Oh My Pen. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de poésie. Oui, vous avez bien entendu. Et attention, de la poésie moderne par une jeune femme talentueuse. La poésie, pour moi, c'est l'un des parfaits combos entre la bouche et les mains. Parlons-en, mais parlons aussi de l'influence que la poésie, que les paroles peuvent avoir dans la musique. Belle écoute. Alors, bonjour Malaika. Bonjour Chélie. Comment tu vas ? Je vais très bien, je te remercie et toi ? Ouais, ça va. Froidement, mais ça va, hein, écoute, on est là. Froidement, il faut vraiment le préciser, parce que là... Là, au moment où on enregistre, il fait, je sais même pas qualifier, il fait blanc, gris. C'est ça, c'est vraiment ça, il fait... Ouais, entre les deux. Oui, voilà, les couleurs, c'est vraiment très Belgique, voilà, tu vois. C'est ça. Ça sent vraiment le belge, le temps bien belge comme ça. La Belgique a voulu nous endormir avec l'été indien, là, mais là, on se prend le revers de la médaille, quoi. Alors Malaika, je te remercie de participer à ce projet et je voulais vraiment t'avoir. Vraiment, quand j'ai commencé à créer ce podcast, je me suis dit non, mais je dois avoir Malaika parce que Malaika, pour ceux qui nous écouteront, fait des choses, fait beaucoup de choses. Hein. C'est une multitask woman. C'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. C'est trop cool. C'est évident. Et quand les gens vont entendre ce que tu fais, tu vas voir que aïe. c'est normal. Alors Malaika, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'explique un petit peu comment on s'est connus quand même. On s'est connus à l'IEX. Ouais. Quand madame est arrivée à l'IEX, je sais plus, t'es arrivée en quoi ? En bac 3, en master 1 ? En master 1. Ouais, t'es arrivée en master 1. Et dans ce tumulte IEXien, comment c'était cette introduction ? Écoute, tu sais, au début, j'appréhendais le fait d'arriver à l'IEX parce que moi, je venais de l'ULB et je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais pas l'impression de revenir à l'école ? Et au final, si je dois parler de mes études, c'est d'abord l'IEX qui vient parce que j'ai beaucoup plus appris en 2 ans de master à l'IEX, en 3 ans de bachelier à l'ULB, quoi. Il y a beaucoup, ouais, on met vraiment le doigt sur la pratique et c'est vraiment un truc que j'ai aimé. J'aimais bien l'ambiance aussi, les profs. Non, c'était vraiment bien. J'ai un peu regretté de ne pas avoir tout fait à l'IEX, mais je me dis que bon, c'est pas plus mal aussi d'avoir l'ULB, quoi. D'avoir l'expérience de l'ULB, franchement. Au moins, tu as pu voir les deux et tu sais, tu vois. Voilà, exactement. Et Malaika, tu fais des choses, tu fais de l'écriture. Ouais. Malaika, c'est madame a.k.a. Oh My Pen. Yes. Et je voulais savoir, en fait, l'écriture, comment ça t'est venu ? T'as toujours aimé écrire ? Comment ça se passe ? La toute première fois que quelqu'un m'a dit que j'avais un truc pour l'écriture, c'était en 6e primaire. C'était mon institutrice en 6e primaire. On faisait des expressions écrites, tu vois. Et elle m'avait dit, tu as une certaine facilité à écrire. Et moi, c'est un peu rentré... Sur le moment, c'est rentré par une oreille, c'est sorti de l'autre, tu vois. Et puis, en 2e secondaire, je me rappelle, c'était en 2e secondaire, parce que j'avais étudié, toi, les produits remarquables. Le truc qui sert à rien, là, aujourd'hui, là. Qui nous a servi à rien, vraiment. Mais qu'on a dû connaître à une époque. Je sais pas, je venais de terminer d'étudier et j'ai pris une feuille juste pour me challenger, tu vois. Et c'est sorti tout seul. Et j'ai trop aimé. Et du coup, j'ai commencé à le faire de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Quand j'étais en secondaire, j'écrivais vraiment... c'était pas assez régulier, mais j'écrivais quand même. Et puis, pendant le confinement, c'est à ce moment-là où c'est devenu très, très régulier. Là, j'avais trop de choses sur le cœur, j'avais trop de choses en tête. Et comme on était vraiment dans une bulle, on n'avait pas le choix de s'occuper et c'est sorti. J'ai écrit énormément de poèmes, quoi. À ce moment-là, j'ai écrit plein de poèmes. Et entre le moment où t'as commencé en primaire, secondaire et maintenant, et au confinement, est-ce que t'écrivais genre dans ton coin ou bien tu hésitais à sortir le truc ? C'était dans quel état ? J'étais toujours dans mon coin. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'écrivais. Jamais. C'est dingue. Mais en fait, c'est parce que tu sais, je suis une personne... En fait, je parle beaucoup, je suis très bavarde, je suis la première à rigoler, mais je parle très peu de moi. Et l'écriture, c'est quelque chose de très intime. Et j'avais pas envie de montrer...
mes faiblesses peut-être, tu vois. C'était un truc que j'avais envie de garder pour moi, ouais. Pour toi, l'écriture, c'est un exutoire pour exprimer tes sentiments ou bien ce que tu vois juste C'est les deux. Les deux, c'est vraiment ce que je vois, ce que je ressens. C'est, l'écriture, elle est thérapeutique un peu, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je perçois le truc. Et tu dis que tu es la première à parler et à rigoler, etc. Pour toi, est-ce que les écrits sont plus importants que la parole? Comment est-ce que tu situes les deux? Pour moi, c'est pas plus important, mais disons que c'est une manière de se faire mieux comprendre, je trouve. Tu vois, pas quand on parle et tout avec les gens, t'as des gens qui retiennent que ce qu'ils veulent retenir, alors que, et s'ils te comprennent pas, tu dois te répéter, ce que je déteste faire. Et quand c'est à l'écrit, la personne peut juste te relire plusieurs fois pour être sûre de te comprendre, tu vois. Et je trouve même que tu peux utiliser des mots un peu plus forts, sans que ça choque, parce que la forme que tu vas utiliser, tu vois, les figures de style peuvent apporter un peu de douceur, mais quand bien même tu utilises des mots très très forts, tu vois. Donc c'est pas plus important, mais ça te permet, je trouve, de mieux cerner une personne, et puis je trouve que ça reste dans le temps, contrairement aux paroles. Ouais. Et tu dis que tu l'as pas dit. Qu'est-ce que tes proches ont pensé quand... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont découvert que c'était toi? Est-ce qu'il y a des amis qui savent pas que c'est toi aujourd'hui ou pas du tout? Alors, au niveau de mes proches, c'était le choc, parce qu'en fait, il y a des rédactrices d'un magazine culturel qui s'appelle Carou, qui sont tombées sur ma page, et elles m'ont proposé une interview, tu vois. Et l'interview est sortie en septembre 2020, je pense. Ouais. Et je l'ai repostée sur Facebook. Et là, tout le monde était en mode, dans ma famille, c'était en mode, what? Quoi? Même mon propre grand frère, tu vois, qui ne savait absolument pas. Et pourtant, qui lui écrit aussi, hein. Et ouais, non, c'était le choc, même mes potes et tout. Mais mes potes ont été choqués au moment où j'ai créé ma page. C'est vraiment au moment où j'ai créé ma page, là où elles se sont dit, mais what, d'où tu sais faire ça, tu vois? Parce que t'as créé ta page, au final, t'as utilisé ton pseudo, mais t'as dit c'était par toi. Ouais. Ouais, c'est jamais resté... mais quand bien même il y avait mon pseudo, c'est jamais resté très secret. Tu vois, même quand tu arrives sur ma page, j'ai mis mon nom pour que les gens retombent sur mon compte personnel si jamais ils veulent mettre un visage sur les mots. Mais ouais, c'était quand même le choc un peu pour tout le monde. Et pourquoi Oh My Pen? Oh My Pen, parce que je me suis dit, c'était assez intéressant d'avoir le mot pen parce que c'est la plume, tout simplement. Et parce que voilà, j'ai utilisé un peu le slogan Oh my God, Oh my pen. Je trouvais que ça restait assez en tête. Et puis tu vois, j'ai rajouté une petite illustration qui, tu vois, la personne qu'on voit sur l'illustration me représente et elle fait un peu mine de retrouver sa plume, tu vois, de la retrouver. Et moi, c'est à chaque fois, ça me fait penser à chaque moment où je retrouve l'inspiration, tu vois. Oh, c'est beau. Ouais, t'es douée avec les mots en fait. Hein. T'es douée avec les mots. Et ouais, elle te représente cette personne et justement on voit que, enfin on devine assez bien, même si le dessin est en noir et blanc, on devine assez bien que tu es une femme, que tu es une femme noire du coup. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Si tu as des origines, comment tu te définis en fait, tout simplement? Comment je me définis? Alors, je suis belge d'origine congolaise, je le précise toujours. Pour moi, c'est hyper important de le préciser parce que sans le Congo, je ne serais pas qui je suis. Alors, c'est certes, je ne connais pas tous les aspects de ma culture non plus, puisque, ayant vécu ici, voilà, tu vois, tu es un peu éduquée à l'européenne, mine de rien. Mais je trouve que je me suis rapprochée de ma culture en grandissant. Okay. J'ai grandi, tu vois, dans le Brabant wallon, dans une ville majoritairement blanche. Et quand tu es jeune, tu as envie, je trouve, de te fondre un peu dans la masse, à tel point que tu peux un peu tourner le dos à certaines choses de ta culture. Et en grandissant, je l'ai regretté. Du coup, le Congo, c'est vraiment... c'est une partie de mon identité, une grande partie de mon identité que je revendique aujourd'hui. Et dans l'écriture, je ne revendique pas seulement le Congo, mais l'Afrique en général. Dans le sens où j'ai parfois des écrits engagés. Et voilà, je mets un peu le continent à l'honneur parce que c'est un continent qu'on dénigre beaucoup dans les médias, alors que c'est le continent auquel on doit tout. Et voilà, pareil pour l'aspect femme noire, je le revendique dans mes écrits de manière engagée aussi. Et comment s'est passé justement
parce que tu as su très jeune que tu aimais bien écrire. À ce moment-là, je suppose que ton engagement que tu as maintenant n'était pas du Mm. tout le même et Aïe, aïe, aïe. tu n'avais pas la même vision. Comment est-ce que Pas ça du se passe? tout. J'avais des écrits de jeunes ados, en fait. Tu vois, il n'y avait pas cet aspect engagé. Pas Mhm, du tout. Euh, et comment c'est venu? Mais c'est venu avec l'expérience, je pense, hein. Avec l'expérience, avec le fait de comprendre ce que ça implique d'être une femme noire dans la société actuelle. Et, euh, et même mon intérêt pour les médias. D'ailleurs, je travaille dans les médias, mais cet intérêt pour les médias, il est venu relativement tard, hein. C'est venu à l'université. Le fait d'analyser un peu comment on parle de l'Afrique et même des Noirs en général, tu vois, c'est venu avec le temps. Donc je ne savais pas aborder ça dans mes écrits quand j'étais plus jeune. Mais voilà, avec le temps vient l'expérience. Et maintenant, je peux coucher ça sur papier. mhm, mhm. Ouais, je vois ça quand je lis tes poèmes. Tu le sens en fait dans l'écriture, des fois. Et c'est vrai que les mots ont des poids. Et, et c'est vrai que, surtout le confinement, avec toutes les histoires enfin, qui se sont Ouais, ouais, passées, de ouf. je voyais dans ton écriture qu'il y avait. Enfin, moi en tout cas, comment je l'ai ressenti en tant que Ouais. lectrice, j'ai senti une certaine. Comment expliquer? Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible à Mhm. ce niveau-là. Donc, c'est vrai que les médias, quand ça répète souvent la même chose, quand quelqu'un meurt et des trucs comme ça me touche très fort. En fait, je suis très Ouais. sensible à ce niveau. Donc, je partage très rarement les images parce que c'est trop sensible pour moi, perso. Mhm. Mais par l'écriture, enfin, par la lecture de tes mots, tu vois, je sentais que c'était un peu ce que je ressentais. Tu Ouais. vois, une certaine je sais pas si je peux dire, ouais, rage parfois, où t'es là, genre, tu vois, ça bouillonne, Tout à fait, et ouais. tu sais pas comment l'exprimer parce qu'en même temps, tu te dis, tu t'en as marre un peu de cette violence en fait. Parce que Mhm. tu te dis, c'est la violence qui entraîne la violence, et au final, j'ai l'impression que tu t'avances pas, tu vois, C'est ça. et que tu te dis, mais t'es là, on nous tue dans la rue, des trucs comme ça, il se passe des choses, et il faut en parler. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah ouais, les mots, du coup, sont très importants, Ouais, de tu ouf. vois. C'est exactement ça. Et du coup, je suis contente que tu aies ressenti un peu ça parce que c'est ce que je veux transmettre, tu vois, c'est ma frustration, euh, ma tristesse, ma colère. Euh, Tu vois, quand tu le dis à l'oral, tu peux paraître un peu aigri. Il faut vite te laisser dépasser. Et Mhm, quand j'écris, je peux réfléchir à la manière dont je veux le dire. Et du coup, là, t'as ressenti la même chose que moi. Du coup, je suis mhm. contente. Mission accomplie. Voilà. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est vrai que quand on pense, enfin quand je dis on, l'opinion publique, hein, Ouais. voilà, quand on pense poésie, euh, des fois tu penses aussi beaucoup amour. Tu dis, ah, voilà, la poésie, ah, c'est allié au romantisme en fait. Tu Exact. vois, tu te dis, Exactement. mais ok, et comment, enfin, du coup, toi tu fais pas de la poésie, tu fais pas que de la poésie en mode romantique. Comment tu Mais définis ta poésie? Mais tu sais, en fait, c'est justement parce qu'on définit la poésie comme ça que je ne voulais pas, enfin, en tout cas, je me retiens souvent de parler d'amour. Je trouve ça trop simple, en fait. On Mhm, parle d'amour dans énormément de poèmes, on parle d'amour dans beaucoup de chansons, que je me suis dit, allez, ça fait partie de la vie, donc il faut l'écrire. Mais parfois, très souvent, euh, j'ai une vision un peu cynique de l'amour et je l'exprime. ok. Je l'exprime par écrit. J'ai pas toujours envie de parler du beau côté des choses parce que je trouve que c'est comme ça qu'on nous endort en fait. Mhm, En nous parlant que des beaux côtés, mais les gars, non, l'amour c'est pas toujours très beau. Voilà. mhm. Moi je le vois pas toujours comme quelque chose de très beau et je le dis. Voilà. Ok. Et tu penses pas que, le, comme tu définis l'amour qui est pas toujours très beau, c'est aussi, enfin moi je pense que c'est les personnes qui sont pas au clair avec qui elles sont et comment elles sont et ce qu'elles veulent, et du coup bah qui se retrouvent dans des situations où t'es là, Mais ouais, je pense aussi que c'est parce que on nous a pas appris à aimer les gens. ouais, ok, Je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'on, tu vois, quand tu vois une relation amoureuse, je trouve que les gens ont tendance à confondre le crush mhm, avec le sentiment amoureux, tu vois. Donc c'est comme ça ouais, qu'on en arrive à rompre très facilement, très rapidement, alors que mhm, l'amour, bah, c'est quelque chose que tu construis, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cet aspect-là qui est oublié aujourd'hui, même la manière dont on se rencontre, qui est un peu surfait, tu vois, c'est beaucoup via les réseaux, mhm, euh, via les applis, tu vois, ouais, comme Tinder, etc. On va parler à plein de gens, on va te dire, ok, lui, il a plus de, comment dire,
de points positifs, tu vois, que lui qui vit peut-être un petit peu plus loin. Donc, allez, je vais retenir celui-là, je vais m'attacher à celui-là. Et voilà, tu te lances dans une relation avec une personne que tu connais très peu, au final, parce que ça va trop vite. Et voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'amour est un peu fade, peut-être. Ouais, je le vois comme ça. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu fade aujourd'hui. Et je sais pas, je sais même pas comment est-ce qu'on peut revenir à un amour très pur, très sain. Après, c'est une manière un peu chaotique hein, de voir la chose, je le sais. mais je dis ce que je vois aussi. Hein. Bien sûr. Je dis ce qu'il y a autour de moi, ce que je vis aussi. Parce que parfois, dans mon écriture, j'utilise le terme « on ». J'utilise beaucoup le pronom « on ». Alors que parfois, je parle de moi. Ouais. Du coup, je me cache peut-être un peu derrière les autres. Et il faut réussir à lire entre les lignes, quoi. Ça peut être compliqué, je le conçois. Mais je ne suis pas quelqu'un de facile à cerner. Donc, l'écriture est un peu à mon image. C'est une extension de toi, au final. Exactement. Et du coup, quand tu dis « on »,« je », dans ton écriture, tu parles toujours de tes expériences ou bien tu racontes aussi les histoires des autres? Je raconte parfois les histoires des autres, ouais. Je peux pas dire que c'est inventé. Parce que pour moi, quand bien même ce n'est pas mon histoire, quelqu'un peut toujours se retrouver dedans. Tu vois? Donc oui, l'écriture est toujours inspirée. Pas toujours de moi, mais parfois des autres. Mais toujours inspirée. De tes proches ou de ce que tu vois juste? De mes proches, dans le sens plus de mes potes que des membres de ma famille ou quoi. De moi ou des constats que je fais. Parfois, il y a des gens qui s'étalent un peu sur les réseaux et tout, tu sais, qui partagent leur expérience et je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit, tu vois. Et après, il y a d'autres personnes qui vont commenter et tout en disant qu'ils se retrouvent dans son histoire et je m'en inspire. Et t'as déjà eu des commentaires de gens qui se... Enfin, moi, je viens de te le dire, hein, mais des gens qui se retrouvent justement dans l'écriture, dans ce que tu dis. J'ai beaucoup de messages privés où les gens me disent, merci d'en parler, je me suis retrouvée dans ce que tu as dit. Parfois même, on débat. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas du tout et qui ne sont pas d'accord. Et on peut en discuter. Moi, j'adore ça. C'est ça que j'aime bien avec les réseaux, quand même. C'est le fait de pouvoir échanger avec des personnes que tu n'as jamais vues. Qui t'ont juste lu, mais qui ne t'ont jamais vu. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, parce que tu fais de l'écriture poétique, hein, mais pas que. Tu as d'autres casquettes. Parce qu'en c'était quand? Avril 2022, tu as lancé Wild Mag. Ouais. N'est-ce pas? Et tu parles de donc, la pop culture, de la génération Y, du coup. Et tu fais découvrir des artistes belges aussi. C'est super important, de tout horizon. Et donc, en plus de cette écriture, j'ai l'impression que tu as aussi un amour pour d'autres formes d'écrit, comme par exemple la musique. De ouf. Ouais. Moi, je suis une malade mentale de musique. Hein. C'est vrai. Je suis ce qu'on appelle une mélomane, en fait. Et ça, depuis que je suis... Je sais même pas te dire depuis quand, en fait, parce que j'ai été un peu plongée dans la musique. Mes parents en écoutent énormément. Genre beaucoup de rumba, la variété française, la musique cubaine. Ouais. Et puis mon frère, il a rajouté peut-être un peu plus l'aspect pop, R&B, hip-hop, rap, etc. Et puis j'ai trouvé aussi moi ce qui me plaît. Tu vois, je suis partie aussi chercher des trucs que je connaissais pas. J'ai rajouté le rock, j'ai rajouté le blues, le jazz qui a été aussi par mes parents, qui m'a été aussi inculqué par mes parents. Puis la house et tout. Donc vraiment, j'écoute de tout. Moi, je suis juste amoureuse de musique. Pas d'un genre précis, mais de la musique. Et puis, j'en ai fait aussi. J'ai fait du solfège, j'ai fait un peu de guitare. J'ai eu une phase où j'adorais le chant, j'en ai fait un peu. Et voilà. Et du coup, en grandissant, j'ai plus eu un aspect un peu critique sur la musique en me disant au final, pourquoi j'aime pas, comment fonctionne l'industrie. Tu vois, c'est des questions sur lesquelles je m'étais pas penchée. Ça, c'était arrivé en grandissant et j'ai commencé à lire énormément de critiques musicales. J'ai regardé beaucoup de vidéos aussi. Il y a pas mal de youtubeurs qui sont des critiques au final et ça m'intéresse énormément. Et puis, quand j'ai commencé à travailler chez Typique, à la RTBF, j'ai commencé en juillet 2021, j'ai fait un constat en fait. J'ai constaté qu'on parlait beaucoup des
des artistes qui étaient déjà connus. Et c'est trop chouette, hein. Moi j'adore mon job. Mais il me manquait cet aspect découverte. Je me suis dit, ok, on connaît Stromae, on connaît Angèle, on connaît Damso, on connaît Lou, scène de Yakuza. C'est génial, mais en fait, si eux sont là, si on les connaît, ça veut dire qu'il y en a d'autres à les connaître, tu vois. Il y en a d'autres à les chercher. Et je me suis dit, bah voilà, je vais le faire en fait. Mais j'ai les réseaux, autant que je le fasse. Et voilà, c'est comme ça que j'ai l'idée de créer Why le Mag, avec un nom qui est très très obvious, hein. Why pour la génération Y, le Mag parce que c'est un magazine, il faut me lire en fait. Et j'ai choisi les écrits plutôt que la vidéo ou quoi, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux en fait. Et je me suis dit, voilà, c'est une autre manière encore de montrer ce dont je suis capable. En créant ma propre ligne édito. Parce qu'à la RTBF, je respecte celle de la RTB, quoi. Mais là, c'est ma propre ligne édito. Je peux choisir les mots que j'utilise, je peux choisir le ton, etc. Et ton constat justement de cette génération Y et des artistes belges, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? On est à la fin de l'année, puisque tu l'as créé cette année, du coup. Ouais, jusqu'à présent, je me dis vraiment qu'on n'a rien envie à la France, etc. Parce qu'en fait, les talents qu'on a ici, ils sont très, 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 très bons. Il y a des gens vraiment qui sont incroyables. Hein. Mais ils nécessitent doivent juste avoir un peu de visibilité, tu vois. Et le magazine, au final, il a quand même à ses débuts, hein, il a même pas un an. Je sais pas s'il va péter un jour, j'espère. Mais j'espère pour les artistes dont je parle. Mais je trouve vraiment que c'est le genre d'initiative qu'on devrait avoir, en fait. Je trouve qu'à ce niveau-là, en Belgique, je trouve qu'on est encore un peu en retard sur cette découverte d'artistes. Tu vois, la France va mettre des moyens pour le faire, les États-Unis aussi, on va créer des concours, des machins et tout. Et ici, je trouve qu'on le fait, on est un peu plus sur la réserve, parce qu'on ne croit pas assez en la culture. On l'a vu pendant le confinement. Hein. Je trouve que les acteurs de la culture étaient vraiment délaissés. Et ça, c'est le truc que la Belgique fait mal. Bah, tu le vois aussi hein, dans d'autres aspects. Hein. Je regarde, par exemple... il y a des côtés qui sont plus... je dirais plus utilisés, plus exploités, plus... Ouais, c'est ça, plus exploités que d'autres. Tu regardes bêtement, si tu tapes sur YouTube, je sais pas, le nom de quelque chose une youtubeuse, je sais pas, que tu cherches, elle va être française la plupart du temps, elle va pas être belge. Tu cherches aujourd'hui les grands youtubeurs, les grands streamers, les grands artistes dont on parle, c'est toujours français, en fait. Et tu te dis, mais on est un petit pays, mais il y a quand même, je veux dire, on est quand même la deuxième ville la plus cosmopolite et tout, tu te dis, il y a quand même énormément de choses dont on peut parler, en fait, tu vois. Et il y a une grosse diversité, il y a énormément de choses. Et vraiment, là, après avoir fini l'école et tout ça, en rencontrant différentes personnes dans différents environnements, tu te dis, oh punaise, tu vois, il y a tellement... C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que je me dis, il y a tellement de choses dont on pourrait parler, en fait, tu vois. C'est de ouf. Il y a tellement de choses. Et oui, forcément, moi, je me concentre sur notre génération à nous. Et je me dis, mais c'est incroyable tout ce qui est possible de faire. C'est incroyable les gens qu'il est possible de rencontrer, les talents qu'il y a en fait dans cette ville, déjà Bruxelles, mais dans ce pays aussi globalement. Et le nom de mon podcast, c'est Le Point de Connexion des Talents, en fait, pour être plus précis. Donc tu vois, il y a ce besoin de se dire, oh, mais il faut que j'en parle, il faut que je montre aux gens, il faut que je montre je fasse écouter. Du coup, pour moi, c'est plus l'écoute. Mais il faut que les gens sachent. Ouais, non, c'est vraiment ça. Il faut que les gens sachent. C'est vraiment ça. Mais en plus de ça, je fais des rencontres. Mon Dieu, mais les gens sont trop cool, quoi. On me dit, on rencontre des gens qui sont géniaux et qui se mouillent aussi. Parce que, moi, j'ai rencontré une jeune danseuse. Elle a quitté l'école et tout. Elle s'est dit, non, l'école empiète sur la danse empiète sur l'école. Vas-y, je plaque tout. Alors que ses parents étaient derrière, ils lui mettaient la pression. Elle a tout plaqué. Et au final, tu vois, elle part faire des castings et tout. Et on commence à la voir de plus en plus, tu vois, dans certains clips et tout. Et je me dis, voilà, tu vois, c'est le genre de projet qu'il faut soutenir. Bah ouais, de toute façon, quand tu fais un projet, et tu le sais, le plus dur, c'est te jeter dedans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, il faut que tu fasses des choix. Et c'est... Tu te dis, bon, j'ai peur et tout. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que machin. Et puis tu te dis, bon, allez, vas-y, c'est bon. Let's go. C'est ça. Au pire, plan B. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai lancé ma page. Hein. Je me suis vraiment dit en mode, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et il y a beaucoup cette question de qu'est-ce que les gens vont penser? C'est horrible. Et il faut absolument qu'on se détache de ça parce qu'on s'en fout.
C'est horrible. Et j'ai l'impression que surtout les femmes, en fait. Je rencontre beaucoup de femmes qui, pour n'importe quoi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour postuler pour un job, pour n'importe quoi, un homme, en fait, il va pas se poser la question de est-ce que j'ai toutes les compétences pour le faire? Il va le faire, tu vois. Une femme, elle va se dire ouais, mais tu vois, je maîtrise pas trop ça, donc je sais pas trop s'ils vont me prendre. Ouais, mais tu vois, j'ai pas les compétences entrepreneur, donc je sais pas faire un business plan, donc je sais pas trop si. Vas-y, tu vois, vas-y. Et franchement, je sais pas pourquoi. Je parle pas pour toutes les femmes, évidemment, mais il y en a énormément que j'ai rencontrées qui sont dans cette situation pour lancer juste un... Et moi-même, hein, j'avoue, moi-même, je suis dans cette situation où t'es là. Ah, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Est-ce que ça va plaire? Mais en fait, fais-le. Et si toi... Ouais, et si toi, tu le fais, t'es pas la seule dans l'univers, tu vois. Il y a peut-être d'autres gens qui sont comme toi, qui n'ont peut-être pas la même personnalité, mais qui ont cet aspect de leur personnalité aussi, qu'ils ont envie de montrer, ou qui se disent oh, je suis pas toute seule, tu vois. Et je trouve que, enfin voilà, c'est quand même important de le souligner, de le partager. Toutes celles qui nous écouteront, faites-le. Non, mais voilà. C'est vraiment ça, à ça qu'il faut se rattacher. Hein. C'est que juste, toi, tu fais ce qui te plaît, il y a des gens à qui ça va plaire, et ces personnes vont suivre, tu vois, elles vont suivre le pas. Voilà, s'il y en a qui kiffent pas, qui se disent ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait chez lui et tout, bah tant pis, tu vois, tant pis. Ouais, c'est ça en fait, ça, c'est toi et toi, parce que tu sais jamais, tu vois, on sait jamais. C'est ça. Tu vois des gens, comme tu dis, la fille dont tu parles, qui était là, elle avait un truc, tu vois, elle avait peut-être une vision de se dire, moi je veux ça, et c'est là où je veux aller, et elle est en train d'y arriver, tu vois. Et elle se donne les moyens pour y arriver, donc c'est vrai que ça fait peur. J'ai envie de te dire, comme toutes les décisions que tu fais, que tu commences des études, tu te dis bon, je sais pas trop si, hein, et puis tu dis bon, vas-y. Tu commences un job, tu dis bah voilà, au pire tu pars. Et c'est vrai que c'est facile de se le dire comme ça oralement, mais c'est tout un travail à faire en fait. De ouf. C'est vraiment pas simple, hein. Surtout quand tu prends l'aspect par exemple des jobs et tout. Là, ça devient vraiment facile que se lancer dans un projet là, l'aspect les jobs et tout. Oh là là. Ouais, ça c'est encore un autre délire. Là. Ouais, ça c'est c'est mais c'est ça la vie au final. Je pense que t'es obligé d'avoir peur. Je pense vraiment que la peur, ça fait vraiment partie de l'expérience au final, hein. Et c'est ton instinct de survie aussi, hein, au final, tu vois. Ton cerveau, en fait, au final, ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il y a ta partie genre créatif, action, machin, qui te dit vas-y et tout, on essaye. T'as l'autre partie logique qui te dit bon, écoute, regarde les risques quand même, et tout, tu vois. Et t'es là, laquelle j'écoute. Donc, à un moment, il faut doser et te dire bon, ok, il y a une partie de logique, donc faut quand même que je fasse attention. Mais comment je vais faire attention et comment je vais me protéger, entre guillemets, et comment je vais faire, tu vois, c'est un travail sur soi, en fait. Ouais, clairement. Ouais, donc franchement, je sais pas pourquoi on a divagué, c'était même pas... Ouais, vraiment, je sais même pas comment on en est arrivé là. On n'était même pas là. Mais moi, je voulais te poser la question, justement, quand on parlait de musique, et que je fais aussi partie d'une famille qui adore la musique, hein. J'ai des grands-parents qui adorent la musique. Ma sœur, je me délecte chaque dimanche en allant chez mes parents pour écouter, parce qu'elle fait du piano, et à chaque fois, je suis là, je respecte énormément les gens qui font de la musique et qui arrivent à faire des choses. Franchement, je respecte énormément les artistes qui savent... J'ai un frère qui s'est dessiné, et à chaque fois, quand je lui montre comment je dessine un arbre... Tu vois l'arbre que tu dessines en primaire où tu fais 2 traits et puis tu fais des petites boules comme ça. Il me regarde genre ok, toi c'est pas ton truc. Donc vraiment j'adore écouter de la musique. Je sais pas en faire malheureusement. Ou alors d'un point de vue je sais pas comment on appelle, je sais plus c'est quoi le mot, mais tu sais t'entends un truc et t'arrives plus ou moins à le reproduire. Tu vois. Donc ça je peux y arriver à faire ça. Tu me demandes moi j'ai quitté le solfège. Hein. Bah flemme. Hein. Moi le solfège, j'ai regardé, j'étais là, ok, bon, c'est trop lent pour moi. C'est chiant, il faut dire honnêtement, c'est chiant. Ouais, il faut être déterminé. Moi, je suis retournée au sport, j'ai dit, ouais, tu sais quoi, je préfère tourner à l'athlétisme et tout, c'est plus mon truc. Mais ouais, donc la musique, c'est vrai que ça a une place importante. Et je pense que dans beaucoup de familles, en fait, ça a une place importante. Beaucoup de Congolais que je connais, forcément la rumba congolaise, tu te dis, mais voilà, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est la base. Et du coup, il y a quand même une importance pour toi, du coup, dans tout ce qui est les paroles. Enfin, la plume, en fait, dans la musique est importante aussi pour toi. Hyper important. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est pour ça que
retrouve pas trop dans la musique d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Parce que on laisse beaucoup d'importance au beat, vraiment à la sonorité. On essaye de faire un peu des challenges TikTok et tout pour que la musique elle pète sur TikTok. Et donc du coup les paroles, on s'en fout un peu. Et moi j'adore les chansons à texte. Et je trouve que ça c'est la musique qu'on retrouvait avant. Moi j'écoute beaucoup la musique des années 60 jusqu'aux années 2010 en fait. Ouais. Tu vois, et ouais, aujourd'hui je trouve que c'est très pauvre en fait quelque part. Maintenant c'est un peu de la musique que je vais écouter pour m'enjailler. Tu vois, je vais danser et tout. Mais après quand je me retrouve moi toute seule dans ma chambre, j'ai besoin d'avoir une chanson avec un beau texte. Ouais. Est-ce que donc comme tu dis, t'écoutes des anciennes musiques en fait, quand tu veux, quand ça doit toucher ton âme au final, quand tu veux que ça te touche ou que ça reflète en fait ce que tu ressens ou des choses comme ça, c'est plus les anciennes musiques. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont bloqués quand on regarde ton Spotify? Tu as des playlists en mode années 90, R&B, machin. Ah ouais, non, vraiment, c'est vraiment ça. Tu vas voir sur Spotify, vraiment parfois je rigole. J'ai l'impression d'avoir je sais pas quel âge. Je vais pas la musique vraiment des années 60. T'as vraiment la musique des années 80. Et puis t'as R&B années 90. Mais là, on vivait vraiment une époque. C'était incroyable. C'est magnifique. Les années, alors, franchement, je sais, hein, franchement, à chaque fois, je me dis, oh là là, on devient des adultes en fait, parce que tu te dis que les gens disent, ouais, mais non, à mon époque. Tu dis, ouais, non, à mon époque, non, mais moi, il y avait de la bonne musique. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai. Je me dis toujours ça quand j'écoute la musique d'aujourd'hui. Je fais, les gars, moi, je passe. Laissez-moi mes anciens trucs des années 90 et tout. Là, c'est là que je me retrouve. Et ouais, mais tu vois, après cet aspect nostalgique, c'est aussi ce que je retrouve dans mon écriture. Moi, je suis une personne, je trouve assez nostalgique, ouais. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien la façon dont tu écris, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime la nostalgie et tout. Je te jure que quand tu vois, tu sais, bon là on enregistre, on est fin 2022, le récap de Spotify avec tes artistes préférés et tout. L'année passée, je regardais mon truc, et j'ai encore du coup ma playlist 2021. Je regardais genre le top, c'était genre Mariah Carey, Whitney Houston et tout. J'étais là, oh my god. Je dis meuf, mais t'es ta daronne en fait. Tu vois, quand tu vois les trucs typiques que tu vois sur TikTok, où tu vois les gens qui se moquent et qui disent ouais, ma mère quand elle écoutait des chansons dans la voiture ou quand elle faisait le ménage machin, et t'écoutes les mêmes chansons maintenant. Je te jure que c'est ça. C'est vraiment ça. Tu sais comment je boudais à l'époque quand mes parents mettaient des vieux trucs et tout, j'étais là. Et au final j'écoute la même chose que. Oh mon dieu, moi quand je regarde comment je saigne les chansons de Kofi, je me dis mais pareil. Et rappelle-toi comment on boudait. J'étais là, encore vos musiques là, tu vois. Et maintenant je peux pas mettre mon CD. C'est une catastrophe. Quand je regarde les CD de mes parents et je regarde les Kofi, les tabous et les machins, et que aujourd'hui je suis là dans ma voiture et je suis là papa Mobimba et je suis oh mon dieu chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est sidérant en fait. C'est incroyable, vraiment c'est dingue. C'est sidérant. Et ouais, je regarde parce que du coup j'ai une sœur, elle a 15 ans, et quand j'écoutais ça quand elle avait peut-être genre 10 ans, elle me regardait genre et là tu me disais tu verras plus tard. Ah bah tu sais quoi dans son Spotify aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute des trucs genre Mariah Carey, Alia, TLC. J'ai dit j'ai fait mon taf donc je suis désolée. Tu écoutes du TLC? Voilà, j'ai dit. Mais c'est vraiment ça, tu sais, que moi quand j'écoute la musique et tout, tu vois, à un moment tu te rappelles, je faisais des quiz sur Instagram. Ouais, c'était trop bien ça. Je faisais des quiz et tout. Je posais des questions sur les anciennes musiques, beaucoup des années 90 et tout. Ouais. J'ai envoyé un message à mon frère, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci parce que quand je vois des gens qui connaissent pas et Tupac, vraiment je suis désolée, mais pour moi c'est un monument, genre c'est l'incontournable. C'est inconcevable. Je dis vraiment merci. C'est inconcevable, mais c'est ça. Fais ton taf. Ça. Mais tu sais, en fait moi du coup je suis comme ton frère parce que moi j'ai des petits frères. Voilà, franchement Chélie, merci pour le boulot que tu fais.
Parce qu'ils peuvent pas seulement connaître les Tiakola, les Kobalade, les Olivia Rodrigo et tout. Ok, c'est chouette pour s'amuser et tout. Mais à un moment, non, on revient pour des choses sérieuses là. On veut les vrais trucs. On veut... et je te jure, des fois, je suis dans la voiture, et on est dans la voiture tous les deux avec Milan, et je fais... on met du son, on fait... Oh, ça c'est du bon, ça. Ça c'est du bon. Et je me dis... Oh, mais c'est une catastrophe, hein. Et une fois, ma soeur, quand elle est dans la voiture, elle nous regarde, genre... Regarde-moi, elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Je dis, mais t'inquiète. Tu vois, quand tu seras dans la vingtaine et tout, tu vas me remercier. Franchement, oui, elle va te remercier. Regarde, c'est con, hein. Mais là, il y a la Star Academy qui est revenue. Je me suis dit, allez, on va retourner un peu au bon bail. Ils vont chanter des vraies chansons. Et quand tu regardes les plus jeunes qui participent à cette émission-là et qui ne connaissent pas, genre, allez, Julien Clerc, Véronique Sanson, je me dis vraiment, non, c'est grave. Moi, je trouve ça grave. Je me dis vraiment, en fait, j'ai l'âge que j'ai. Ouais, c'est ça. En fait, tu te dis... en fait, toute notre génération, là, jusqu'aux gens qui ont genre... Enfin, toute la génération Y, en finale, hein, la millennials, on s'est dit, bon, c'est tout, il y a la Starac. On va revivre notre enfance. On va revivre le truc et tout. Non, mais quand je regarde, c'est vraiment ça. Quand je regarde les gens qui regardent la Starac, c'est vraiment... C'est nous, hein. Nous, quoi. C'est vraiment nous. Et je me dis, oh mon Dieu... C'est vraiment ça. Et c'est trop bizarre de regarder, parce que quand il y a la Starac qui est sortie, on était petits. Et on les voyait comme des grands. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, les candidats, ils sont tous plus jeunes que nous. Genre, il y avait que Chris qui était genre plus âgé. Enfin, qui avait été plus âgé que moi. Et j'étais là, mais waouh. Et vraiment, la façon dont ils parlent et tout. Et je regardais comme ça à la télé, je me suis dit, oh, mais ils ont quel âge ces gens? Et je vois, ouais, 22, machin, je fais, pardon? Et pourtant, quand Jennifer a gagné, elle avait 18 ans. Hein. Mais oui. Et en fait, ça paraissait tellement... évidemment, nous, on était petits, elle paraissait tellement grande. Vraiment. Ouais, c'est une grande et tout, tu vois. Et au final, je regarde la Starac aujourd'hui, je me dis, non, mais attends, enfin... ils disent, non, mais... Tu vois, les expressions typiques. Et je me dis, oula, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Ma grande sœur et moi, on s'est dit la même chose. C'était là, la manière de parler, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dépassés? T'es là, non. Mais c'est juste qu'on est de générations différentes, en fait. Ouais, tu vois. Ouf. Et moi, je me moquais de mes parents quand je voyais ça. Au final, je me dis, bon, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Voilà, on en est là, on est dans un truc genre... okay, c'est la suite logique. Mais c'est ouf quand même comment on retourne vite dans ce qu'on a connu étant plus jeune. C'est vraiment... on a vu la Starac revenir, on était trop contents. Tu vois, les anciennes musiques et tout, quand on les écoute, on est trop contents. C'est incroyable. Confession intime, là. De ouf. Moi, j'ai du mal à moi, je peux te regarder les frères Scott. Les frères Scott, c'est ma life, tu vois. C'est ma life, tu vois. C'est ma life. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode sur les séries, parce que les frères Scott, c'est vraiment... Tu me dis, aujourd'hui, vas-y, je dis, ok. Mais je connais les trucs. Mais les gens qui regardaient les frères Scott, ils sont tous dans le même mood. Hein. Genre, quand elle repasse sur Plug et tout le monde qui recommence. Je regarde. Moi, j'ai pas la télé, mais du coup, j'ai la possibilité de les regarder quand je veux, tu vois. J'ai toutes les plateformes. Là, franchement, niveau série, j'ai toutes les plateformes. Mais dès que je vais chez mes parents, parce qu'eux, ils ont la télé, et qu'il y a un épisode ou quoi, je suis là. Ah, vas-y, je mets pause. 2 secondes, vas-y, je regarde. Et ma soeur qui dit, mais t'as pas déjà regardé? Je fais. En plus, tu vois, tu trouves toujours un truc différent. Genre, tu vois, quand tu regardes un épisode, tu le regardes à chaque fois un peu différemment, tu vois. Ouais, mais parce que tu grandis, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça, et je me rendais compte que... Enfin, c'est bon. Après, les Américains et leurs séries, là, où ils ont l'air d'avoir je sais pas quel âge, alors que je regardais des photos de moi quand j'avais 16 ans. Même les vies qui mènent, là, c'est là en mode... les gars. Ouais, c'est ça. T'es là, oh, tes parents, ils savent pas que tu sors comme ça. Genre, je suis désolée. Mais Peyton, elle vivait toute seule, en étant adolescente. Mais... Les gens, ils frappaient pas. Ils avaient pas sonné à sa porte d'entrée. Hein. Ils frappaient dans sa chambre. Les gens, ils rentraient comme ça. Pardon? T'es genre, il y a quelqu'un qui débarque dans sa chambre, t'es là, mais meuf. Enfin, il y a aucun spoil, hein, mais tu m'étonnes que le type, il est rentré dans sa chambre et tout. Et quand t'es petite, tu te dis, ouais, c'est trop la vie que je vais vivre et tout, je vais sortir comme ça, je vais débarquer chez moi et tout. Non! En fait, non! Je veux pas! Pas du tout!
Pas du tout. Ah non, Et c'est à cause non, de ça qu'on aime bien retourner un peu en enfance avec la musique qu'on écoutait et tout. Parce qu'on se rend compte, en fait, on a été bercé d'illusions, en fait. Hein. Mais bien sûr, on voyait des trucs, des romances, tu vois, des séries genre Degrassi, et j'étais là, j'adorais. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette série? Maman, elle voulait pas que je regarde. Hein. Maman, elle voulait pas que je regarde. Elle me disait, non, tu vas pas regarder cette série. Autant les Frascottes, elle disait, ok, ça va encore. Mais Degrassi, je crois qu'elle avait regardé 1 ou 2 épisodes, elle s'est dit, ma fille. C'est un peu chaud. Toi, tu vas te retrouver dans des bourbiers, là. Quand je voyais les bails que Drake, dans quel truc. Parce que oui, hein. Pour ceux qui ne savent pas, pour la jeune génération qui écoutera ça, qui pense que Drake, on l'a connu en mode Drake. Non. C'était Jimmy Brooks. Non. C'était Jimmy Brooks. Joueur de basket dans Degrassi. Avec sa coupe afro et tout. On était là. Les débuts de Drake avec des contours un peu... Hein, on était là. Ah non, c'était trop bien. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je pourrais regarder ça et je me dirais... Oh, mais non. L'adolescence qu'on a vécue, c'était pas celle-là. Bon, c'est vrai, on faisait peut-être des dingueries de temps en temps quand on était adolescent. Ouais. Mais pas comme ça. Non, si je voyais des trucs genre Skins, c'est des trucs... Vraiment, Skins aussi, c'est incroyable. Skins et Gossip Girl. Pouf. Gossip, tu sais que... L'Upper East Side, là. Il faisait des trucs. Après, tu te disais, en tant qu'adulte, je regardais des trucs, je dis, mais c'est des relations toxiques. Ouais, de ouf. Déjà, on s'exprimait pas comme ça à leur âge. À un moment, faut arrêter. On écrivait avec moi j'écrivais avec des boules sur les i, on écrivait en raccourci, c'était n'importe quoi. On parlait comme des... Bref. Et cette série a fait de nous des pestes. Moi je me rappelle, il y avait Gossip Girl dans ma ville, parce que j'habite dans les alentours de Waterloo, tout ça. Enfin, j'habite à Waterloo maintenant, mais avant j'habitais à Nivelles et tout, Brabant-Wallon. Et ouais, il y avait Gossip Girl et tout, il y avait un compte Facebook, il y avait les SMS, non, c'était une dinguerie. C'était vraiment une... Non, c'était trop. Les skyblogs et tout, dédiés à nos séries. Ouais. Ah, j'avais un skyblog dédié aux frères Scott, c'était n'importe quoi. Et des Gracie, les frères Scott, les machins. C'était n'importe quoi, tu vois. Tu dis, mais c'était une tellement belle époque. Et franchement, maintenant... Et ouais, tu vois, quand j'écoute la musique de cette époque-là, je me replonge, tu vois, dans ces moments-là. Ouais, encore une fois, je m'accroche à ma nostalgie. En fait, je suis très, très nostalgique. Ouais. De ouf, moi aussi. C'est vraiment... J'ai une playlist année 2000, hein. Oui, mais ça, c'est la base. Qui n'en a pas une? C'est la base. Qui n'en a pas une, tu vois? Et là, tu te replonges dans tes trucs et tout. C'est la base. Bref, on a encore divagué, hein, évidemment. Mais bon, pour terminer, j'aimerais te poser une question. Vas-y. J'aimerais faire un jour un épisode, je ne sais pas quand il sortira, peu importe. Un épisode sur la musique, justement. Et j'aimerais savoir, pour parler de musique, vu que tu adores ça, et particulièrement de la musique congolaise, hein, évidemment. Si maintenant, maintenant, tu devais choisir une chanson congolaise qui est chère à ton cœur, c'est laquelle? Que partage-nous, qu'on fasse écouter ça en boucle à tout le monde. Franchement, Loi, Kofi. Pour moi, c'est la base. Preach, meuf. Mais franchement, pour moi c'est la base. Parce que s'il y a Dieu. bien un truc que j'aime beaucoup dans notre culture, c'est la manière dont on célèbre les gens. Tu vois, que ce soit les mariages, les anniversaires, les communions, les baptêmes. Et cette chanson passe dans chaque fête. Franchement, c'est pas une fête congolaise si Loi ne passe pas. Vraiment. C'est pas une fête congolaise si Loi ne passe pas. Alors, vous la mettez en dernière chanson, mais elle doit y être. Elle doit être sur la playlist. Je suis désolée. Non, oui. Moi j'ai dit. J'ai juré, j'ai dit. Hein. J'ai dit mon mariage là. J'ai dit, quand cette chanson va passer, vous m'oubliez. Parce que je connais les phrases. C'est ça. Je connais je connais les paroles par cœur. Je connais les pas. Je connais le beat. Je me dis, attention. Allez, on est parti. Tu vois, cette chanson là, vraiment, je ne sais pas comment on a été matrixé pour cette chanson. Mais c'est trop. C'est trop. Et je l'aime encore plus maintenant que quand j'étais petite. Mais oui. Vraiment, c'est... De ouf. Vraiment, je te jure que cette chanson... En plus, moi, vraiment, c'est vraiment une période... Je me rappelle que c'est vraiment quand je suis arrivée en Belgique. Tu vois, donc, vraiment, cette chanson, je peux te l'écouter sous la douche, en faisant à manger, dans la voiture. En été comme en hiver, en étant triste, comme en étant happy. Tout.
tout vraiment. Et tu t'es là comme ça et tu commences à taper des mains. T'es une autre personne en fait. T'es une autre personne quand t'écoutes cette musique. On est d'accord qu'il y a un truc qui sort en toi comme ça. J'aime trop. Non, j'aime trop. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, je suis heureuse que je suis sortie cette chanson. Elle est incroyable. Et il devrait recevoir encore un prix aujourd'hui pour cette chanson. Ouais. Même si, je sais pas si t'as déjà vu le clip. Bien sûr. Bon, le clip là, pardon. Il y a de quoi rire. Oui, il faut actualiser ça parce qu'il y a de quoi rire. Le clip là, en tout cas, la pixelisation de ce clip est sans précédent. Vraiment, je suis stupéfaite. Par contre, les danseurs, 10 sur 10. Ah, 10 sur 10. 10 sur 10. Magnifique. 10 sur 10, vraiment les danseurs, les danseuses, 10 sur 10. Voilà. C'était limite, à un moment je voulais le pantalon. Ouais, le pantalon là. Coloré là. Je me suis dit, waouh. Oh, ouais, les Congolais, les niveaux de tendance vestimentaire, en tout cas, non, la sape, vraiment, c'est un délire. Et dans les clips de Kofi, si vous cherchez des inspirations, allez chercher les clips de Kofi dans la sape. N'importe lequel, que ce soit en 1992, en 2010, n'importe lequel, l'inspiration sera là. Là, Kofi est là pour nous. Il est là pour nous, les gars. Franchement. Malaïka, j'ai une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes comme toi, on va prendre aux femmes, aux jeunes filles même en fait, je dirais, comme tu as commencé l'écriture assez jeune, qui comme toi ont un truc pour l'écriture mais qui n'osent pas, qui ne savent pas comment faire, trouver leur plume, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je leur dirais ose. Je pense que c'est ça en fait le plus compliqué, c'est le fait de juste franchir ce cap de oser en fait. Mais si on n'ose pas les choses dans la vie, on passe à côté de trop de choses. Hein. Donc il faut vraiment pas, faut pas hésiter. C'est normal d'avoir peur, déjà, ça c'est un truc que je voudrais leur dire, c'est vraiment normal d'avoir peur, c'est normal de douter, c'est normal aussi de vouloir abandonner en fait. Mais retenez bien un truc, c'est que si vous abandonnez, voilà. En fait c'est normal de vouloir abandonner, mais si vous abandonnez, les gars, vous ne saurez jamais, comment dire, jusqu'où vous aurez pu aller, tu vois, vous ne saurez jamais où va aboutir votre projet, tu vois. Donc voilà, lancez-vous et dites-vous qu'il y a d'office des gens qui vont accrocher en fait. D'office. Pour moi, si vous écrivez, si vous faites de la musique, si vous voulez faire un podcast, si vous voulez faire, je sais pas, de la peinture, il y a d'office des gens qui vont aimer ce que vous faites. D'office des gens qui vont cerner, enfin, qui vont voir en fait votre talent. Et c'est pas le nombre de personnes qui est important. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est pas le nombre de personnes qui est important, c'est qui va voir ce que vous faites. Et peut-être même que dans cette personne, tu as, je sais pas, un producteur ou quoi, hein, ou un éditeur ou quoi qui va tomber là-dessus, qui va kiffer en fait. On sait jamais, hein. On ne sait jamais. Donc osez parce qu'on ne sait jamais. Merci. Merci à toi. Merci pour ces belles paroles. Merci à toi. Merci vraiment pour d'avoir participé à ce projet, d'avoir été mon invité. Et je mettrai bien évidemment, tous les liens possibles et inimaginables pour te suivre partout où c'est possible. Merci beaucoup. Partout où c'est possible. Merci pour ton écriture, ton inspiration. Et je ne te souhaite que le meilleur. Merci de me lire. Ça me fait énormément plaisir. Avec plaisir.